Yo, j'espère que la canicule n'en a pas tué trop d'entre vous, que vous avez supporté la vague de chaleur. Là, ça commence à se refroidir ici à Paris. Le ciel est gris, vous ne devez rien voir, mais le ciel est gris. Euh, J'espère que vous allez bien, que l'été se déroule bien pour vous. Je reviens pour un épisode sur un manga que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, vous le voyez là. Il s'appelle Demande à Modigliani de Ikue Aizawa, qui est une autrice dont c'était la première série un peu longue et qui est la première traduction qu'elle a eue en France, et pour l'instant la seule. Ça a été édité par Naban Édition, comme vous le voyez sur les couvertures. Naban, on en avait déjà parlé quand j'avais parlé de 17 ans, une chronique du mal. C'est un éditeur relativement récent encore, qui n'a que 2-3 ans je crois, et qui est assez confidentiel hein, pour l'instant, qui sort des séries qui sont pas très grand public, et qui parfois peinent à trouver leur public, comme c'est le cas de ce Demande à Modigliani, que l'éditeur eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux avait annoncé être relativement un échec commercial. C'était peut-être pas leur mot, mais c'était un peu ça qu'ils disaient. Et je trouvais ça assez honnête de leur part. C'est rare qu'un éditeur ose dire ce genre de choses. À les écouter, toute leur série marche bien, voilà. Là, ils avaient été honnêtes là-dessus, tout en disant que eux, ils étaient très fiers de la publier et qu'ils continueraient à soutenir Ikue Aizawa sur ses prochaines séries. Mais voilà qu'ils étaient tristes de ne pas avoir trouvé le public qui aurait aimé cette série. J'en fais partie. C'est une série moi qui m'a beaucoup touché, qui est assez particulière. Effectivement, je peux comprendre que le grand public n'ait pas été plus touché que ça, plus attiré que ça par cette série, qui est particulière sur le fond comme sur la forme. Vous allez voir, c'est un dessin qui est assez chargé. Il y a beaucoup de petits détails, les cases sont rarement vides, quoi. Il y a toujours des trucs qui se passent. On va suivre en fait 3 étudiants, donc post-bac, c'est plus vraiment des adolescents. Il y a Shiba, Motoyoshi et Fujimoto, et ces 3 étudiants en art qui sont dans une université d'art, une petite université de campagne, pas très cotée. C'est d'ailleurs c'est la catchphrase un peu du récit qui nous dit, ça doit être une des premières. Ou peut-être pas, si, voilà, quelque part dans une modeste université du Tohoku, où l'on accepte n'importe qui, même les imbéciles, voilà, sur cette case-là. Et donc c'est une petite université, pas très cotée, mais qui leur permet de développer leur connaissance artistique et leur maîtrise. Ils ont tous les 3 des formes d'art un peu différentes, parce que Shiba, le premier qui est un peu celui qui est le plus au centre, mais en vrai, la focalisation tourne entre les 3, suivant les chapitres. Mais Shiba, lui, fait de la soufflerie de verre. Donc c'est un art très particulier quand même. Et les 2 autres font de la peinture, mais pas de la peinture de même tradition, on va dire, de même technique. Il y en a un qui fait une peinture très japonaise avec des pigments minéraux, et l'autre qui fait une peinture plus classique à l'européenne, on va dire. Donc ils ont tous les trois un art différent, mais ils sont super potes, et voilà. Et en fait, on va les suivre dans leur quotidien d'aspirants artistes et de jeunes étudiants. Donc ça parle à la fois des galères d'étudiants, qu'ils n'ont pas de thunes, de réussir à concilier vie scolaire et début de vie professionnelle, des problèmes avec leur famille, des choses comme ça. Mais aussi, et c'est très important dans le récit, rapport à l'art. D'ailleurs, c'est dès le titre, hein, Modigliani, qui est un célèbre peintre, qui était plus ou moins le rival de Picasso, on va dire. C'est un peu réducteur de dire ça, mais en gros, c'est un peu ça. Le rapport à l'art va être au centre du récit. C'est pas du tout secondaire, c'est pas du tout juste un détail. En fait, ils auraient pu être dans n'importe quel type de fac. Ça va beaucoup parler de ça. Et ça va parler de ça même dans le dessin. Comme vous le voyez, il y a énormément de métaphores graphiques, où en fait, on va voir les 3 personnages évoluer. Ils sont dans les couloirs du lycée ou n'importe quoi. Et derrière eux, en permanence, se déploient des dessins, des animaux, des formes étranges, qui évidemment ne sont pas là, hein, c'est 100% des métaphores, mais qui nous permettent aussi de comprendre par le graphisme, par le non-dit, qui sont en fait en permanence habités par l'art, habités par leur inspiration. Vous voyez, même la façon, par exemple, là, il y en a un qui s'interroge, la façon dont l'autrice dessine le point d'interrogation, elle fait en soufflerie de verre ou en gouttes de peinture, comme s'ils étaient en permanence, ils voyaient le monde par le filtre de leur expression artistique. Et c'est un truc, moi, qui m'a beaucoup touché, parce que j'écris des romans. Alors, c'est un art qui n'a pas grand-chose à voir avec leurs arts à eux,
mais la démarche est un peu la même, et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on est artiste, je pense qu'on expérimente assez rapidement cette sensation qu'en fait, toute notre vie quotidienne tourne autour de ça, que même quand on est en train de faire un truc complètement autre, on y pense quand même, on pense à notre prochain chapitre, à notre prochain tableau, à ce qu'on pourrait mettre, on réfléchit à des phrases qu'on a déjà écrites, mais où on se dit « Ah, il y a peut-être moyen de les améliorer, il faut que je revienne là-dessus, il faut que je refasse ce chapitre. » Et là, c'est pareil, ils sont tout le temps en train de penser à ça, même quand on a l'impression qu'ils y pensent pas. Voilà, là ils discutent dans une salle de classe, et en surimpression, on voit des poissons qui flottent au-dessus d'eux. Il y a comme s'ils étaient dans l'eau. Mais évidemment, ils y sont absolument pas. Enfin, vous avez compris. C'est vraiment très chouette. Moi, le dessin m'a beaucoup touché, tout comme l'histoire. Il n'y a pas un grand scénario filé, si vous voulez, sur les 5 tomes. J'ai oublié de le dire, c'est en 5 tomes. C'est terminé, hein. Ça s'est terminé très récemment. Naban a publié le dernier tome il y a peut-être un mois ou deux. Et il n'y a pas de grande histoire filée. Ça va être des tranches de vie. Ça appartient à ce qu'on appelle le genre du slice of life, tranche de vie. Où chaque chapitre est plus ou moins indépendant. Alors il y a quelques évolutions de personnages, mais globalement c'est des tranches de vie sur un temps relativement long, parce qu'en fait on va les suivre pendant plusieurs années de leur scolarité dans cette université, et où ils se posent beaucoup de questions. Et justement c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi de la part d'Ikue Aizawa, c'est qu'elle a une approche de l'art et de l'université d'art, des études, qui est assez réaliste en réalité, où en fait, il se pose pas que des questions sur l'inspiration, sur le but de l'art, il se pose beaucoup de questions de qu'est-ce qu'ils veulent en fait en faisant de l'art, qu'est-ce qu'ils recherchent. Il y a toutes ces questions-là, mais il y a aussi les questions de qu'est-ce qu'on va faire en fait pragmatiquement après, parce que vivre de son art, c'est très compliqué, notamment pour Shiba qui fait de la soufflerie de verre, qui est un art que lui-même sait bien être de niche, être un art qui est respecté, mais qui appartient à une tradition quand même ancienne, qui est pas très grand public. Donc il se doute bien qu'il va avoir du mal à en vivre. Et les autres, pareil. En fait, il y a des problématiques différentes pour les trois, parce qu'il y en a un qui est vraiment très très bon, qui est en train qui est un peu le petit génie et qui commence déjà à vendre des tableaux assez chers alors qu'il est encore étudiant. Et l'autre peintre, lui, qui est bon, mais qui n'est pas aussi bon. Et donc il y a aussi un rapport parfois de jalousie, mais qui est pas malsain, qui est pas méchant. Ça reste trois potes super proches qui parlent énormément, qui partagent tout. Mais il y a un truc, oui, il peut pas s'empêcher de se dire, je suis moins bon que lui. Pourquoi ? Enfin, d'avoir une espèce de jalousie, de compétition. Vous voyez, la métaphore graphique va très loin là. Et donc tout ça, c'est super intéressant. Toutes les questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire après leurs études. Est-ce qu'il va falloir se décider à garder l'art entre guillemets comme un hobby? Et trouver un travail qui va payer le loyer? Est-ce qu'il faut absolument essayer d'en vivre? Mais auquel cas, en vivre, ça peut aussi vouloir dire faire des compromis, parce que pour vivre de son art, il faut faire un art qui plaît au public, et un art qui plaît au public n'est pas forcément l'art que vous voulez faire. Donc toutes ces questions-là, elles sont posées, et moi ça m'a beaucoup touché, parce que c'est des questions qu'on se pose, à mon avis, dans n'importe quelle forme artistique, et notamment en écriture. Moi, la question de vouloir ou non en vivre... De vouloir ou non de réussir à toucher un plus grand public avec ce que ça implique de compromis, c'est des questions que je me pose tout le temps. Et c'est des questions que d'autres écrivains avec qui je peux parler se posent également. Donc, Demande à Modigliani, moi, m'a énormément parlé vis-à-vis de ça. Je ne sais pas à quel point ça peut parler à des gens qui n'ont pas de pratique artistique. Je pense quand même que le côté slice of life, chronique étudiante, chronique de la fin de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte, tout ça, ça peut vous parler quand même. Mais l'art, la problématique artistique, le rapport à l'art est quand même au centre du récit. C'est pas secondaire. Ce n'est pas, c'est pas un sous-sujet, c'est pas un gadget. Et c'est assez, même la narration est assez particulière, assez artistique aussi, parce que il y a beaucoup de voix off. Vous voyez, il y a des dialogues, on voit les bulles rondes, qui sont les dialogues, où on sait quel personnage parle, il y a la petite flèche. Et il y a des bulles, si je puis dire, carrées, qui sont les voix off. Vous connaissez, c'est pareil dans toutes les BD. Mais là, vous voyez, les bulles carrées, si je puis dire, sont extrêmement nombreuses dans Demande à Modigliani. Et parfois, on ne sait pas trop à qui elles appartiennent. Parce que les personnages se passent un peu la parole, narrativement, suivant les chapitres. Et même au sein d'un même chapitre, parfois, il y a plusieurs personnages qui vont avoir accès à la voix off. Donc, il y a parfois plusieurs narrations parallèles, où le dialogue parle d'un truc et les voix off en parallèle parlent d'autre chose.
ou en tout cas réagissent au dialogue. C'est vraiment intéressant aussi cette approche-là. Parfois on s'y perd un peu, mais c'est pas très grave. C'est fourmillant aussi, comme le dessin. Il y a des détails partout dans le dialogue et dans le dessin. Et en fait, faut se laisser porter, faut voir le manga finalement, ce manga-là, comme lui aussi une forme artistique, lui aussi une recherche de sens. Je pense que Ikue Aizawa, dans Demande à Modigliani, se pose elle aussi la question de qu'est-ce que je suis en train de raconter, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'espère de ce manga, qu'est-ce que j'espère transmettre aux gens. Il y a vraiment tout ça et c'est très beau, c'est très émouvant. C'est pas la chialade permanente. Il y a 2-3 chapitres qui peuvent vous mettre la petite larme, mais c'est une douceur. C'est une douceur des moments. En fait, on va suivre ces 3 étudiants à travers plusieurs années, plusieurs saisons, et il y a un truc très doux, très réel. On est avec eux dans en plus ce Japon très campagnard entre guillemets, leur université un peu perdue au milieu des champs. Donc pareil, ça change aussi des décors tokyoïtes auxquels on est habitué dans les mangas. Là, il n'y a pas de grands immeubles, il n'y a pas de choses comme ça. On est sur des petits bâtiments, sur une nature qui est omniprésente. Tout ça en fait un manga très doux, très chaleureux, dans lequel on se sent bien. Et même s'il pose des questions vraiment importantes, et parfois assez sombres, parce que ça parle aussi de ce que l'art peut réveiller parfois de douloureux. Notamment, il y a un des personnages qui a été victime du tsunami de Fukushima. Et ça parle aussi de ça. Le manga parle de Fukushima directement. Il y a 2-3 chapitres qui sont très très explicites là-dessus et qui font partie de ceux qui peuvent vous donner la chiale. C'est abordé avec beaucoup de finesse, beaucoup d'humanité. C'est pas du tout spectaculaire, c'est pas du tout, ça cherche pas à surfer sur le sujet, pas du tout. C'est vraiment très beau. Et voilà, c'est un manga moi qui m'a touché assez profondément. Je ne sais pas si ça peut être le cas de ceux qui ne pratiquent pas une forme artistique quelconque, mais en même temps, je pense qu'on est très nombreux à pratiquer une forme artistique à différents degrés, avec différents niveaux de professionnalisation, de sérieux, de ce que vous voulez. Mais en fait, je pense qu'on a tous une approche un peu artistique d'au moins 1 ou 2 sujets, même si c'est juste un hobby, juste un passe-temps. Et en fait, le manga nous dit aussi que cette approche-là de loisir, on va dire, n'est pas à discréditer, c'est pas une mauvaise pratique artistique, et que peut-être aussi c'est une des options qui s'offre au personnage dans le dernier tome. Peut-être aussi que il faut arrêter d'être dans une recherche de performance et de productivité. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait dans la vie ne doit pas forcément servir à devenir professionnel de ça. On n'est pas obligé d'être performant dans tout, d'être rentable dans tout. Parfois, on a le droit d'utiliser notre temps à des choses qui ne vont, entre guillemets, servir à rien, qui ne servent qu'à elles-mêmes. Et l'art peut aussi être ça. Et Demande à Modigliani est très, très fin là-dessus, très fin sur beaucoup de choses, ce manga. Comme je disais, le thème est quand même peut-être pas universel. Le dessin est très chargé. La narration, les dialogues sont très chargés aussi. La narration, comme je disais, avec tout ce système de voix off. Donc je comprends que c'est un manga qui puisse un peu rebuter certains, mais je vous jure qu'il faut le tester, je pense. C'est quelque chose qui est vraiment très touchant et qui, à mon avis, peut parler à plus de gens qu'on le croit au départ. Vous pouvez penser que c'est pas pour vous avec tout ce que j'ai dit et tout, et en fait découvrir en le lisant que ça vous plaît, qu'il y a une douceur, quelque chose qui vous touche. En tout cas, je l'espère. C'est un manga, comme je disais, qui n'a pas trop marché. Hein. L'éditeur il l'a dit lui-même, donc c'est pas moi qui fais ma mauvaise langue. Si ça vous intéresse, allez-y en fait. On réclame tous, nous les fans de manga, plus de diversité, des mangas un peu différents, de ne pas avoir que les shonen à la mode, tout ça. Ben en fait, quand il y en a qui sortent, faut aller les soutenir quoi. Sinon, on a beau jeu de se plaindre. En fait, les mangas différents, les mangas à part, les mangas qui ne ressemblent pas à ce qu'on imagine être le manga quand on connaît pas trop, ils existent, il y en a plein. Donc allez-y, allez voir ça. Allez voir Demande à Modigliani, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très particulier. J'espère vraiment pouvoir lire dans le futur d'autres œuvres de Ikue Aizawa. C'est une mangaka que j'ai très envie de découvrir davantage. Et parce que là, je pense qu'il y a une grosse dose d'autobiographie dans son rapport à l'art, dans son rapport à l'école, à l'apprentissage. Il y a des postfaces assez longues, en forme de BD également, où elle explique un peu certaines choses sur sa vie, sur son rapport à son éditeur, tout ça, qui sont très chouettes aussi. Assez drôle, mais intéressantes, quoi. C'est pas que comique.
Donc voilà, j'espère vraiment que Naban continuera à suivre sa bibliographie. En tout cas, je remercie l'éditeur vraiment d'avoir sorti ce titre, qui était assez risqué. Hein. C'est un titre, je comprends pourquoi le public n'a pas forcément été au rendez-vous, mais c'est très très chouette qu'il l'ait sorti. Moi, je suis très heureux d'avoir découvert ce manga. Les couvertures sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, avec des références à des tableaux très connus, je les trouve sublimes. Hein. Et le dessin aussi, j'ai vraiment, vous l'avez compris, hein, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga, quoi. Je termine en parlant juste très rapidement de deux autres œuvres qui n'ont rien à voir, enfin qui n'ont pas rien à voir, mais qui ne sont pas des mangas. Vous savez, j'aime bien mettre les choses un peu en relation, les œuvres les unes avec les autres. Je voulais vous parler très rapidement d'une comédie américaine qui s'appelle Orange County, qui date du début des années 2000. Je ne sais plus exactement, mais je dirais 2004, 2002, 2002. Avec Jack Black et Colin Hanks, le fils de Tom Hanks, qui est une comédie. Alors c'est une comédie un peu débile avec des gros gags, tout ça. C'est pas un film très 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 fin, mais qui est quand même plus fin que ça. C'est pas non plus complètement idiot. Et ça parle là aussi de rapport à l'art, de rapport à. En fait, c'est un lycéen qui veut devenir écrivain et qui on est tout à la fin du lycée. En fait, il a foiré il voulait s'inscrire dans une fac où son écrivain favori enseigne. Et il a foiré son inscription pour un truc, c'est même pas de sa faute, quoi. Et il veut rattraper ça, donc il fonce à la fac pour faire une inscription sur place. Et il va lui arriver tout un tas de conneries, notamment dû à son grand frère Jack Black, qui est complètement défoncé. Et voilà, c'est un film, c'est une comédie, mais qui a vraiment plus de finesse qu'on pourrait le croire, notamment, comme je disais, dans le rapport à l'art, qu'on retrouve un peu, on retrouve certains thèmes communs avec Demande à Modigliani, sur ce qu'on espère de l'art, sur ce qu'il veut en faire, sur comment ça a changé sa vie, qu'est-ce que ça lui apporte, pourquoi il a besoin de ça dans sa vie. Moi, c'est un film qui m'avait beaucoup touché quand je l'avais découvert, je l'ai découvert à une période où moi-même je commençais à écrire, on va dire, sérieusement. J'avais pas encore publié de livre et tout ça, mais c'était au début de ma découverte de l'écriture et il m'a beaucoup touché. Et je sais pas pourquoi, j'ai un peu pensé à ce film avec Demande à Modigliani, alors qu'on n'est vraiment pas sur le même ton. Hein. Demande à Modigliani, on est sur de la tranche de vie, certes un peu rigolote, mais c'est pas des gags, si vous voulez, c'est vraiment un récit sur les émotions, sur le quotidien. Là où Orange County, on est sur une comédie pure et dure, avec des gags et tout ça. Mais c'est pas si lointain, finalement. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille. C'est vraiment une chouette comédie. En plus, en vrai, si vous l'abordez en tant que comédie, il est assez drôle. Il n'est pas gênant, il est drôle. Voilà. Et autre œuvre dont je voulais vous parler rapidement, c'est un manga, qu'est-ce que je raconte? Un comics américain de Brian Wood et Ryan Kelly. Brian Wood, il a fait tout un tas de trucs, notamment, je crois que sa série la plus connue, ça doit être DMZ. DMZ et Northlander, je crois. Voilà, des récits plutôt action, mais il a aussi fait des récits plus tranche de vie, plus slice of life aussi, dont un que j'adore qui s'appelle Local, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois. Et il a fait ce New York 4, qui a une suite d'ailleurs qui est logiquement New York 5. New York 4, on suit 4 étudiantes à New York dans une fac, alors qui n'est pas forcément une fac d'art. Il y en a qui ont des spécialités en art, je crois, mais c'est pas centré sur l'art. Mais pareil, il y a un truc de tranche de vie, de filles qui sont encore un tout petit peu adolescentes, mais qui commencent à être dans l'âge adulte, et qui vont découvrir un peu leur rapport au monde, qu'est-ce qu'elles en espèrent, qu'est-ce qu'elles aimeraient devenir, qu'est-ce qu'elles veulent après la fac, à quoi ça leur sert. Il y a sur le côté tranche de vie, et puis sur le côté étudiant, groupe d'étudiants, alors d'étudiantes en l'occurrence, qui s'entraident, qui se soutiennent au quotidien. Ça m'a aussi fait un petit peu penser. Demande à Modigliani m'a rappelé un petit peu ce New York 4, qui est un comics, moi, qui m'avait beaucoup plu, qui est assez bref, hein, vous voyez, il est pas très gros. La suite double un peu le truc, mais ça reste assez court. Et ouais, c'est très chouette comics en noir et blanc, comme vous voyez, c'est un comics indé, qui est vraiment très très bien. Brian Wood, Ryan Kelly, The New York 4, pareil, si vous en voulez plus. Je crois que moi, je l'ai en anglais, là, j'ai New York 4 et New York 5 en anglais. Mais je crois qu'ils existent en français. Je suis même à peu près sûr, je les avais vus à la Fnac. Je crois qu'il y a un tome français qui réunit les deux volumes en fait en un seul tome. Donc vous devez pouvoir trouver ça relativement facilement. J'ai du mal à vous le montrer à cause de la couverture un peu grande. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'était ma vidéo de fin juillet. On
On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous dis pas trop quand parce que, comme je dis, cet été, je suis un peu en régime réduit. Donc, ce sera peut-être dans une semaine, peut-être dans 2. Mais on se retrouve bientôt pour un autre manga. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère qu'elle vous a donné envie d'aller soutenir Demande à Modigliani et Naban par la même occasion. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.